Allez, on est parti. Donc, ce soir, on est deux à animer cette masterclass. Donc, il y a moi, pour la partie masculine de la formation, donc il y a Guillaume, et puis il y a ma compagne Céline qui va ouvrir son micro juste derrière moi. Bonjour tout le monde. Du coup, c'est un bon test de micro. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit test rapide. Donc, certains ont découvert le module de questions-réponses, et c'est une très bonne chose. On va juste demander d'abord, est-ce que tout le monde nous entend, ou est-ce que tout le monde nous entend très bien? Si pouvez utiliser le petit module de questions-réponses, ça serait bien pratique pour nous deux. Bon, alors à première vue, tout le monde nous entend, donc, alors l'introduction c'est pour ma partie, donc avant de commencer plusieurs choses, je vais vous donner quelques conseils. Le premier c'est, première vue tout le monde nous entend bien, donc oui il n'y a pas de visu, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de toutes ces choses-là, ça prend de la bande passante pour rien. Ça rend les choses particulièrement confortables pour vous en termes de qualité de visionnage. Donc on reste sur des présentations. Donc la présentation vient de s'afficher, donc on vous donne accès à un de mes écrans ici. Donc avant de commencer, quelques conseils. Premièrement, vous allumez et vous augmentez le volume de vos enceintes. Si vous avez des haut-parleurs, c'est pas idéal pour suivre une formation comme ça en ligne. Parce que déjà ça peut parasiter un peu tout le monde autour. Ce que je vous recommande c'est quand même le casque. Donc on a tous des casques fournis avec nos téléphones portables ou nos smartphones. N'hésitez pas à les utiliser ou à augmenter le son. Ensuite, prenez de quoi prendre des notes, dans le sens où on va apprendre des choses ce soir. Le but, c'est vraiment d'apprendre des choses. Donc prenez une feuille de papier, un petit stylo, ou carrément, pour les plus écologistes comme moi, un petit cahier avec Evernote dessus. Ça marche très bien et on peut les réutiliser plusieurs fois. Une petite bouteille d'eau parce qu'on est à première vue ensemble. Bien que le programme soit chargé ce soir, vous allez voir, en plus on vous réserve des surprises au cours de la soirée. Prenez une petite bouteille d'eau, ça sera très confortable pour vous. Ensuite, donc ça, voilà, une petite bouteille d'eau ou autre chose. On n'est pas encore vendredi soir, mais avec modération. On va aussi essayer de garder un tout petit peu de bande passante et essayer d'être le plus concentré possible. Donc on va éteindre son portable. Alors je sais que je vous le demande, mais vous ne le ferez jamais. Moi le premier d'ailleurs. Donc éteignez portable, télévision, radio, parce qu'aujourd'hui la télévision passe par Internet pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, essayez de garder un petit peu de bande passante. On fera pas de démonstration ce soir. On va juste apprendre beaucoup de choses et donc on va faire passer beaucoup de slides. Et encore une fois, afin d'avoir un son et une image de qualité, on limite la bande passante, donc tout ce qui est téléchargement, tout ce qui est Skype, on essaye de l'éteindre ce soir, au moins pour 1 heure. Alors, d'où nous est venue cette envie de faire des conférences en ligne ou des présentations, des formations? On a reçu des mails où on appelait un peu tout ça comme ça, nous on l'a appelé masterclass. Conférence en ligne, ça me va très bien. Tout simplement parce que Céline et moi, on a envie que d'une chose, c'est de partager notre passion de la photo. Alors ce soir, il y a des gens qui font une sortie, il y en a un peu partout en France, organisée par un blog photo, donc qui organise des sorties photos, donc c'est un endroit idéal pour se rencontrer. Maintenant, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir sortir, on a des enfants, on est à la maison, on a des contraintes, donc on a décidé de lancer des formations en ligne, des masterclass. Qu'est-ce qu'on va aborder dedans? On va aborder des astuces, d'accord? Donc ça c'est ce soir, vous allez voir, on va aborder des bons plans, ça ce sera dans les prochaines masterclass, des tutos, oui, parce que l'idée principale de ces choses-là, c'est de pouvoir partager ensemble des techniques, des solutions, des réponses aux problèmes. Bref, des tutos dans sa globalité, que ce soit du Lightroom, du Premiere Pro, non, ça c'est autre chose. Du Lightroom, du DxO, du tuto de prise de vue, enfin, on va partager plein de choses, vous allez voir. Et c'est pour ça que je vous invite à rester informé et donc à vous abonner à la newsletter.
Et je suis d'accord, on n'a pas encore fait de sortie avec nos amis de Rennes. Ça ne saurait tarder, vu que je passe régulièrement dans la région. On va se présenter très rapidement. Donc, Céline et Guillaume Manceron, vous avez compris, on a le même nom, on n'est pas frères et sœurs, on est donc mariés. Très bonne constatation. Bref, on est deux passionnés principalement photo et vidéo, d'accord? Donc nous voilà pour les photos corporate euh, en situation. On a créé plusieurs communautés. Alors on a créé nous, vous, les utilisateurs, les lecteurs, les abonnés, les rédacteurs, bref, un peu tout le monde. On a créé Photopassion, donc photopassion.fr, ce qui nous emmène à nous voir ce soir, enfin nous voir pas vraiment, mais à échanger ce soir sur la photo en général. On a créé autour de la vidéo, et ça c'est plus pour le coup quelque chose qui a vu le jour l'année dernière, parce qu'on a découvert la vidéo sur les réflexes, et moi principalement depuis 2008, non, 98, pardon, 98, je fais de la vidéo, j'avais un petit peu arrêté, et on a repris avec autour de la vidéo. Et le forum GoPro.fr qui est une des communautés qui s'adresse principalement aux fans de caméras sportives dans sa globalité. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va parler des fêtes de fin d'année. Alors, pour les fêtes de fin d'année, il est possible de faire des milliards de photos très différentes les unes des autres. La première, c'est l'architecture. On a la chance d'avoir des magnifiques bâtiments France d'époque qui sont juste sublimes. Donc là, pour le coup, c'est l'exemple d'une des mairies de notre ville, pour le coup. C'est juste magnifique, elle est décorée, c'est l'occasion de s'essayer à la technique de l'architecture et à la technique de la prise de vue de bâtiments. Et en plus, à ça, on y colle des magnifiques couleurs, parce qu'en général, c'est extrêmement bien décoré, ou en tout cas décoré avec goût les mairies. Donc profitons-en et sortons faire des photos des bâtiments publics. Autre type de sortie que l'on peut avoir, c'est les lumières. Alors, moi personnellement, je suis en Île-de-France, donc j'ai la chance d'avoir Paris à côté de moi. Mais il n'y a pas besoin d'aller si loin pour trouver ça, parce que maintenant toutes les petites villes, la mienne en l'occurrence, a des magnifiques décorations de Noël, ou des magnifiques décorations de quartier, donc profitez-en, photographiez, jouez. Alors, on le verra après, vous verrez, on vous donnera, on l'a appelé le truc d'or à la fin, vous verrez, on vous donne un conseil en or, voilà, c'est un conseil en or pour pas louper vos photos de Noël. Quoi qu'il en soit, voilà, profitez-en, la lumière elle est là. Je vous rappelle que la photographie, principalement, c'est l'art de jouer avec la lumière. Donc, l'avantage de Noël, c'est que sur une même photo, on peut avoir une énorme palette de couleurs. Ensuite, on a les vitrines. Alors, on a pris le cas d'un exemple dans les vitrines de Paris, mais aujourd'hui, force est de constater, et moi-même dans ma ville qui ne rassemble pas plus de 3000 habitants, on a des vitrines décorées. Donc, en plus, ça fait plaisir aux photographes, parce qu'en général, c'est extrêmement bien fait. Et si vous avez envie d'être un peu impliqué dans votre quartier, vous pouvez aussi, tout simplement, proposer vos photos aux boutiques, qui seront extrêmement fiers d'avoir vos clichés. Et en plus, vous, ça aura un petit côté sympa, c'est que vous faites un peu vivre votre quartier et vous présentez un peu ce que les commerçants ont fait de votre quartier. Donc c'est extrêmement important en l'état actuel des commerces de quartier. Et après, ça c'est plus un art qui plaît. Non, je suis pas un grand adepte des législations et tout ça, mais profitez-en pour faire des portraits de rue, des portraits avec des couleurs. Là, on a voit un enfant qui s'extasie devant une vitrine. Donc profitez-en, faites des photos de portraits, vous allez voir, même les adultes devant ces vitrines-là sont très très souvent ébahis, tout simplement. Et bien sûr, il y a le déballage de cadeaux. Alors, c'est le seul endroit où on n'a pas mis d'exemple, tout simplement parce que pour notre cas, le déballage de cadeaux est un moment très intime, donc on n'a pas à le présenter à tout le monde, mais c'est un moment où votre famille
si vous êtes le photographe de la famille, doit ne pas louper. C'est un peu comme nous en prestation de mariage quand on est à l'extérieur. Il y a des moments clés qu'on ne doit pas louper. C'est exactement pareil. Le déballage de cadeaux, c'est comme quand on souffle des bougies sur un anniversaire d'enfant. C'est un moment clé, c'est un moment qu'on ne doit pas louper. Ensuite, en fonction du type de sortie que l'on va faire, on n'emportera pas tout à fait les mêmes équipements, ou en tout cas le même matériel, ni les mêmes accessoires évidemment, et encore moins le même sac. Et là, de façon très intuitive, je vais passer la main à Céline qui va vous présenter comment elle choisit ses sacs en fonction des longues balades qu'on peut faire au moment des fêtes de Noël. Bon, ce que Guillaume ne dit pas, c'est que lui, il va les boire, du coup. Donc, on va parler des sacs, et donc des différentes sorties que vous pouvez faire et du choix du sac que vous avez, qui peut être intéressant de faire. Donc, finalement, il y a déjà quelque chose de récurrent qui arrive tout le temps, quelle que soit la sortie que vous choisissez. Il faut déjà, premièrement, que votre sac soit confortable. Si votre sac vous fait mal au dos ou, j'en sais rien, les aiguilles qui sortent de votre sac, ça sert à rien de le prendre. Il va vous faire mal très vite et du coup, votre sortie ne sera pas agréable. Et autre chose très important, votre sac doit fermer. Alors, je ne dis pas ça à la légère, c'est pas une morale, rien du tout, c'est juste que c'est extrêmement important. Et c'est surtout pour vous raconter donc l'anecdote d'un ami à qui ça est arrivé. Donc, cette personne-là, c'est très simple, est partie faire une séance, en plus c'était en studio, a posé son sac, donc sac en bandoulière, elle l'a posé par terre. D'habitude, il le ferme. Et là, il l'a pas fermé. Bizarrement, alors ce sac gêné, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais ce sac gêné, donc une personne l'a pris pour le déplacer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le sac s'est ouvert et du coup, vous avez tous les objectifs qui sont tombés la tête la première par terre, donc à peu près 50 centimètres, 60 centimètres de haut. Alors c'est peut-être pas très haut pour vous, pour des objectifs, ça reste très haut et ça fait très mal. Alors juste pour cette personne-là, il a eu de la chance, il y avait la responsabilité civile de la personne qui a fonctionné. Cependant, ça reste quand même notre matériel photo. C'est important d'en prendre soin. Et la première chose à faire, c'est justement d'éviter au maximum les problèmes et de fermer ces sacs dès qu'on les utilise plus. Voilà, donc privilégier un sac confortable et un sac qui ferme. Après, il en existe plein. Donc, le premier sac qu'on va parler, c'est le sac en bandoulière. Alors, je pense que vous voyez tous à quoi ça correspond. J'ai mis une petite image. Alors, c'est l'exemple d'un sac, par exemple, chez Crumpler. Donc, ce sac, finalement, alors avant, je l'utilisais tout le temps. Maintenant, j'en suis un petit peu revenue. Je vais plutôt l'utiliser pour des sorties ou des promenades en photo, à peu près pour 2-3 heures, c'est-à-dire une petite promenade finalement. Pourquoi? Parce que finalement, mon épaule, j'ai envie de dire, elle devient vite douloureuse parce qu'il y a un petit peu de poids dans le sac. Donc, passer 3 heures, j'ai plus du tout envie de l'avoir. Je vais plutôt avoir tendance à le poser par terre. Donc, je vais pas forcément faire attention où je vais le poser pareil et c'est vraiment pas agréable. Je vais aussi l'utiliser quand j'ai besoin d'accéder à mon matériel très rapidement. Alors, à contrario de ce que je viens de dire, je vais l'utiliser en mariage pour quand je fais 10 heures de photo. Bon, après, forcément, le matin, généralement, chez le coiffeur, il n'a pas besoin d'être tout le temps à mon épaule. Ça, c'est bien pratique. Mais l'avantage de ces sacs-là, c'est que vous pouvez les ouvrir et les fermer à toute volée et à toute vitesse. Et donc, accéder et changer votre matériel et vos objectifs extrêmement rapidement. Alors du coup, j'ai mis un petit exemple. Donc c'est pareil, là, Guillaume vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est une photo qui a été prise donc Galerie Lafayette, boulevard Haussmann pour les Parisiens. Donc vous savez que à l'occasion des fêtes, elles sont toutes décorées et elles sont extrêmement belles. Donc c'est une sortie qu'on avait fait qui avait dû durer 2 heures environ, juste parce que c'est noir de monde et qu'il faut se frayer un passage devant chaque boutique pour essayer de prendre une photo correcte. Et ça, forcément, bah, donc j'ai privilégié le sac. Mais pour aussi une autre raison, c'est que du coup, je pouvais le placer à chaque fois que je bougeais devant moi. Et devant moi et fermé, comme je disais tout à l'heure.
Et pourquoi c'est intéressant? C'est juste que donc les galeries Lafayette et les vitrines donc grouillent de monde, mais grouillent également de pickpockets. Soyons honnêtes. Et en l'ayant devant moi, je pouvais contrôler en permanence déjà s'il était fermé. Je m'avais en général mes mains dessus. Et du coup, je pouvais également contrôler si quelqu'un fouillait dedans. C'est l'inverse quand vous avez un sac à dos, c'est que vous ne maîtrisez pas forcément qui ouvre le sac derrière vous. Et avec les bousculades, ça va très vite. Donc ça, c'était pour les sacs en bandoulière. Maintenant, on va aborder un deuxième type de sac. Donc il y en a deux grandes familles, hein, donc, ce qui est le sac photo maintenant. Donc j'ai mis l'exemple d'un sac assez gros. Alors en général, on peut aller mettre jusqu'à 2 réflexes dedans, par exemple. Et Guillaume qui suit plus, il met plus les slides à jour. On peut mettre jusqu'à 2 réflexes. Donc ce sac-là, de notre côté, on va le privilégier quand on fait de très très grandes promenades. Donc typiquement quand on va partir en voyage et qu'on part la journée entière. Pourquoi? C'est pareil, alors déjà vous avez une lanière sur chacune des épaules. Donc du coup, le poids est réparti sur vos épaules et vous avez également souvent une ceinture dorsale qui se rajoute en plus, voire une ceinture au niveau de la poitrine, ce qui fait que le poids n'est pas réparti juste sur vos épaules, mais il est aussi réparti sur le bas de vos reins en fait. Donc le matériel que vous transportez, du coup, devient beaucoup plus léger. Par contre, c'est très utilisé, surtout si vous avez justement pas de matériel à avoir accès en permanence. Donc, typiquement, vous faites une promenade d'une journée, vous avez le temps, en général, de vous poser 30 secondes sur un banc pour changer d'objectif. Donc, pareil, un petit exemple qu'on a mis ici, avec une photo. Une photo qui a été faite sur les marchés de Noël. Alors, il me semble que c'est le Connemara, de mémoire. Donc, en habitant, bien sûr, pareil, vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait l'aller-retour juste pour 2 heures de photo. On y est parti sur plusieurs jours. Donc déjà, on a transporté tout notre matériel donc, dans le sac. Et donc en partant, on s'était pas amusé non plus à prendre 50 sacs à la maison. Et donc quand on est parti faire les marchés, donc on en a fait plusieurs dans la journée, mais on est parti avec le sac à dos. Ça nous permettait donc bien sûr d'avoir moins de poids sur les épaules et surtout de tout transporter. Et autre avantage dans la voiture, on pouvait y mettre également l'ordinateur, les chargeurs, les câbles, les batteries, les piles et enfin tout ce qui va finalement avec l'appareil photo. Donc finalement, ce sac est quand même beaucoup plus confortable juste pour au niveau ergonomie et au niveau confort pour le poids. Par contre, effectivement, il va être moins accessible que l'autre. Donc par contre, je vais redonner la main à Guillaume qui s'est bien désaltéré, je crois, qui a envie de reparler, je crois. Aussi. Alors, on va continuer avec les sacs et on va tout simplement parler de ce qu'il faut mettre dedans, ou ce qu'on va mettre, tout simplement. Donc, déjà, il y a le ou les appareils photo. C'est, on vous a montré plusieurs types de sacs. Donc, le sac en mondolien, le sac à dos. L'un peut transporter un réflexe ou un hybride. L'autre peut en transporter deux, voire si on se débrouille bien, trois. Ensuite, il va falloir qu'il transporte aussi le petit matériel ou ce qu'on appelle le consommable, tout simplement. Ça va être les cartes, un flash, une batterie, un support, un déchargeur par exemple. Et après, ça va être tout simplement les accessoires. Donc là, ça peut être, il y a des sacs qui transportent le trépied, des mini trépieds, des cactus, bref, différentes choses qu'on peut transporter finalement dans ces petits sacs. Donc, à votre avis, alors on va encore utiliser un peu le module de questions, il est là pour ça d'ailleurs. Euh, à votre avis, avez-vous besoin d'amener trois boîtiers, deux hybrides ou deux compacts pour réaliser vos photos? Et est-ce que vous avez réellement besoin d'amener tous vos objectifs avec vous quand vous faites une petite séance photo en extérieur? Alors, comme tout à l'heure, hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Il y a le module de questions-réponses, on joue un petit peu avec ça là. Euh, Moi, il faut juste que je descende, voilà. D'accord.
Bon, bah effectivement, non, il n'y a pas besoin d'emmener tout son matériel. Bien sûr que non, heureusement d'ailleurs, parce que sinon il faudrait se racheter un dos à chaque sortie. Néanmoins, on va vous donner quelques conseils euh, et que ça va marcher pour n'importe quel type de photo. Et ensuite, vous allez voir que on peut très bien partir soit avec un réflexe, soit avec un hybride ou un compact, avec la possibilité de réaliser vos réglages manuellement. C'est un peu vous le, le patron, tout simplement. Premièrement, nous on emmène très souvent un objectif à très grande ouverture. Tout simplement parce qu'en général, il fait nuit très tôt, pardon, oups là, il fait nuit très tôt, et c'est idéal dans les conditions de lumière difficiles. Et autre avantage des optiques qui ouvrent, qui ont une très grande ouverture, c'est pour les portraits. Alors là, tout le monde connaît un peu l'objectif sur lequel je veux venir. Donc c'est le fameux 50 mm. Alors là, on vous présente le 1.4, mais il existe aussi le 1.8 qui est très bon ou le 85 1.8. Normalement, le deuxième optique qu'on s'achète quand on commence la photo, c'est souvent le 50 mm 1.8, ce qui est un très très bon choix. Ensuite, on recommande un transstandard. Alors, ça va vous surprendre, mais c'est un peu comme l'objectif fourni dans le kit de base. Il va très bien en tant que transstandard pour des photos de nuit. Ou alors, si on veut aller un poil plus loin, on veut être un petit peu un photographe. Alors, faut pas que je sois désagréable, donc un photographe chanceux. Vous pouvez avoir un petit 24-70 ou un 24-120. Alors, nous, on est très 24-120, moins 24-70. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le 18-105 du kit de base, avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps. D'accord? On peut critiquer autant qu'on veut son piqué, moi j'ai jamais eu de soucis. Et ensuite, un objectif macro, ça c'est pour moi, pour ma conso perso, c'est que j'adore la macro, et j'adore pour moi le 105 mm de chez Nikon. Ça va me permettre de mettre l'accent sur certains détails de la scène ou certaines choses, principalement, je le trouve excellent, voire 100 fois mieux que le 50 mm 1.8. C'est mon petit 105, et là, c'est une me regarde avec des gros yeux parce que on n'est pas d'accord sur ce choix-là. Néanmoins, le 105 ouvre à 2.8, mais a un piqué de folie, et il a donc une très grande ouverture. Voilà à quoi il ressemble, cette magnifique optique. En synthèse, très rapidement, il va vous falloir donc un appareil photo, logique. Ceux qui n'ont pas de réflexe peuvent très bien utiliser un compact. Ceux qui n'ont pas de compact peuvent très bien utiliser un smartphone, hein. Ce qui compte, c'est d'être stable. D'accord? Et après, un objectif à portrait et à très grande ouverture, c'est idéal. Ensuite, dans la catégorie consommable, il va vous falloir une petite batterie de rechange, parce qu'on part pas 3 minutes faire des photos, et des cartes mémoire, ça peut être sympa, et des piles de rechange. Alors c'est pas pour le boîtier, c'est plus pour le flash que l'on peut utiliser. Ensuite, pour la catégorie accessoires, je laisse la parole 3 secondes à Céline. J'en profite juste pour répondre à une question que je vois. Le 105 a une ouverture glissante? Non, c'est un 105, il ouvre à 2.8 chez Nikon. Et chez Canon, c'est le 100 mm macro qui existe, ou un 60 mm macro également. Bon, vous avez compris, hein, Guillaume est 24-120 et 105 mm macro, et moi je suis 51-4, et il y a le 24-70 qui est mis dans la hotte du Père Noël, mais enfin, qui est mis sur la liste du Père Noël, hein. Je sais pas s'il sera dans la hotte par contre. Voilà. Bon, mais de toute façon, finalement, il faut que l'essentiel, c'est de partir quand même avec des objectifs que vous connaissez et que vous appréciez. Ça, c'est le plus important. Et on le verra surtout, ne pas partir avec 50 objectifs, ça sert à rien. Déjà, vous les sortirez jamais les 50, mais partir vraiment avec ceux qui vous plaisent. Et c'est possible, donc, qui vous permettra de faire
tout ce qui est basse condition de luminosité, lumière difficile. On va partir donc sur les accessoires. Et Guillaume a parlé de stabilisation tout à l'heure, ça tombe bien. Oui, On va oui. parler justement. Non, je regardais Guillaume, je voudrais juste qu'il mette mes slides. Ça serait bien. Euh, Alors, on va d'abord parler de stabilisation. Reste un point très important. Alors, on peut parler de trépied, de petits trépieds ou de gorillapod. Donc, c'est pareil, là, ça dépend des personnes. Personnellement, moi, je n'ai jamais de trépied sur moi. Je déteste ça. Je trouve ça trop lourd, encombrant et compagnie. Par contre, je suis tombée amoureuse d'un petit trépied de Ixori. C'est celui que vous avez en photo. Ou même des gorillapodes. Alors, je m'amuse pas à mettre le réflexe sur un gorillapod. Je suis pas assez sereine, on va dire. Si par terre ou sur une table, ça va, mais je vais pas m'amuser à l'accrocher à un arbre. Pareil, Guillaume me regarde avec des gros yeux parce qu'on a déjà eu une dispute à ce sujet-là. Mais bon, l'important, c'est de réussir à stabiliser votre appareil photo. Ça vous permet de faire plus de choses. Alors déjà, ça vous permet de faire des photos de groupe. Ce serait bien comme ça. Du coup, vous pouvez être sur la photo de groupe. Alors c'est tout bête, hein, une photo de groupe, c'est pas forcément ce qui est le plus artistique. C'est juste que ce sont des souvenirs et c'est important aussi de se rappeler avec qui on a passé son Noël ou sa fête de fin d'année. Et ça va vous permettre également de faire des poses longues, de faire des photos peut-être de filer, de bouger, et finalement d'apporter un autre point de vue artistique finalement à vos photos. Alors, c'est vrai que pour Noël ou pour, j'ai envie de dire, les fêtes de fin d'année, privilégiez peut-être plutôt les petits trépieds ou le gorillapod, c'est toujours pour des questions de place. Ils suffisent amplement parce que vous pouvez les mettre sur les tables et ils prennent beaucoup, beaucoup moins de place. Ça évite aussi que les enfants se prennent les pieds dans le grand trépied qui fait 1,80 m et fassent tout tomber par terre. C'est à moi de reprendre là, parce que c'est plus ma partie, le côté lumière. Alors, autre accessoire qu'on utilise nous pas mal, bah, ça va vous surprendre, c'est pas forcément un flash, déjà parce qu'on n'aime pas du tout la lumière qui en sort. Alors, on est très critique hein, ce soir. Euh, Par contre, on adore les torches à LED. Alors ça vient un peu de ma deuxième passion qui est la vidéo. La torche à LED, déjà, vous allez pouvoir régler dans son intensité de façon extrêmement simple. C'est de la lumière continue, donc vous êtes sûr de ce que vous faites. C'est moins puissant qu'un flash, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire avec une torche à LED, hein, à des moments, il y a des torches qui éclairent extrêmement bien, plus l'éclairage ambiant, c'est plutôt pas mal. Venez pas dénaturer. Je vois trop souvent encore de photos de famille en événements comme ça, où le flash est venu tout simplement dénaturer l'ambiance générale. Donc nous on utilise ça parce que c'est idéal, tout simplement parce que la lumière est diffusée et donc très douce. On peut mettre un filtre devant, ça peut être de la lumière. L'avantage de la LED finalement, c'est qu'on peut varier son intensité extrêmement facilement, mais en plus on peut aussi varier sa couleur extrêmement facilement et on peut donner quelque chose de nouveau en termes de photos. Et elle vient s'accrocher sur la griffe du flash, c'est-à-dire pas besoin de se prendre la tête à essayer de le tenir avec une perche ou des choses comme ça tient sur la griffe du flash. Et alors, deuxième possibilité, c'est vous utilisez tout simplement un flash externe pour venir éclairer votre scène. J'insiste là-dessus, faites juste attention à, c'est bien d'exposer correctement sa photo, c'est mieux de garder l'ambiance. Voilà, c'est un petit peu le mot de ce soir. Autre accessoire pour le flash, et un peu on est obligé de passer par là, pardon, quand on utilise un flash, c'est tout simplement un diffuseur de lumière. Alors, pour ce qui est des flashs intégrés, on va vous donner un petit truc qui est assez connu, je ne sais pas si vous connaissez, mais on voulait partager ce bon plan avec vous. C'est une balle de ping-pong pour les flashs intégrés. C'est-à-dire vous prenez une balle de ping-pong en espérant qu'elle soit en état et qu'elle soit blanche. Donc les balles de ping-pong orange sont peu d'intérêt. Mais vous prenez une balle de ping-pong, vous faites un petit trou devant et vous pouvez tout simplement y glisser votre flash intégré dedans pour faire un diffuseur de lumière à maximum 30 centimes d'euros. Pour le prochain accessoire, je vais passer la main à Céline, c'est que elle, enfin, moi par contre pour le coup j'utilise des trépieds, je suis plutôt, parce que je suis pas aussi stable que madame, elle par contre elle utilise beaucoup sa lanière pour
toutes ces photos en extérieur? Alors, lanière que j'utilise pas forcément en extérieur, au contraire, que je vais utiliser même en intérieur, c'est juste une règle de base, de toute manière, à connaître. Votre appareil photo, vous vous amusez pas à le tenir qu'avec la main. Mettez toujours la lanière, alors même si c'est celle qui est fournie, qui fait mal au cou, mettez toujours la lanière avec vous, tout simplement parce que si à un moment on vous tire dessus, alors en extérieur, du coup, ça évite qu'un voleur vous l'arrache. Mais c'est surtout que si on vous tire dessus ou autre et vous êtes amené à lâcher l'appareil photo, même si le coup appréciera peut-être pas les 2 kilos qui vont lui tomber dessus directement, au moins l'appareil photo ne tombera pas par terre. Alors je pense aussi toujours pareil avec les enfants, ça arrive vite qu'on fasse des grands gestes parce qu'ils sont en train de nous chatouiller, parce qu'ils sont en train de jouer avec nous, parce qu'ils courent partout. Enfin, donc gardez bien votre lanière. Et donc si jamais la lanière donc de la marque en question, Nikon, Canon, vous fait mal, et il en existe plein d'autres. Alors il en existe aussi pour les femmes qui sont décorées d'ailleurs, qui sont toutes jolies avec des couleurs. Il en existe pour les hommes, il en existe des harnais. Il existe alors la version qu'on a mis en photo, c'est la Black Rapid qu'on utilise tous les deux parce qu'en fait elle est transverse et du coup elle nous permet de manipuler en fait l'appareil photo comme on veut et surtout l'appareil photo vient après reposer sur la hanche et c'est beaucoup plus confortable finalement pour nous. Donc règle de base de toute manière quand vous partez dans n'importe quelle sortie, c'est de toute manière c'est d'utiliser vraiment une lanière. Les deux autres accessoires qu'il va falloir utiliser, c'est principalement le chargeur, parce que pour le coup, il faut toujours l'avoir avec soi en général quand on part plus de 2 heures, et un ordinateur tout simplement parce qu'un ordinateur va nous permettre de décharger, et vous allez voir que faire des photos de qualité en extérieur peut vite demander de la place, dans le sens où on n'est pas forcément stable, ça bouge un peu, la personne qu'on a pris en photo a bougé, donc on a énormément de déchets quand on fait de la photo de rue, tout simplement parce qu'on ne prévoit pas le mouvement que va faire la personne en face. Donc quand on fait de la photo de nuit en extérieur avec un trépied et qu'on prend des voitures en photo et qu'on veut un filet, c'est extrêmement simple à faire. Quand on veut photographier quelque chose en extérieur avec un trépied, tout devient plus simple. Une pose longue, hormis l'art de la pose longue, poser son trépied et poser pendant 30 secondes, c'est très simple. Maintenant, la contrainte de faire des photos à l'extérieur de nuit pendant les fêtes de Noël, c'est il y a beaucoup de lumière, ça peut bouger très vite et on est souvent en pleine nuit. Faites attention à ça, il y a beaucoup de déchets donc on a besoin d'avoir son ordinateur. Donc, on va vous donner notre façon de faire quand on part comme ça. Alors, vous allez voir, dit sur des slides, c'est que du bon sens. Je pense qu'on le fait tous, mais ce n'est que du bon sens, c'est une procédure qu'il faut s'imposer à chaque fois. Ne faites jamais votre sac en 5 minutes avant de partir. Prenez le temps de le faire avant. Je crois qu'on peut compter facilement sur les doigts des deux mains le nombre de fois, il y a très longtemps, qu'on sortait et qu'il manquait dans le boîtier soit la carte SD, dans la batterie, soit de l'énergie, soit tout simplement pas de batterie dans la boîtier. Alors c'est nos anecdotes à nous, hein, c'est qu'on a décidé de charger avant de partir un dernier moment nos batteries, on a fait le sac, tout était bien, on a bien mis les cartes, bien le matos. C'est juste qu'en prenant la voiture et 80 km plus loin, on se rend compte qu'il n'y a pas la batterie et qu'elle est restée sur le chargeur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on arrivera à la maison avec la batterie chargée, mais on n'aura pas de photo, quoi. Donc voilà, prenez le temps de faire le sac, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sort tout du sac et on étale tout sur la table du salon. Alors juste petite anecdote, je me permets de rebondir sur ce qu'il a dit. Ça nous est arrivé une fois de partir à Euro Disney, donc sur la journée, partir avec la batterie chargée, je précise, et d'arriver à Euro Disney et de se rendre compte que la batterie est morte. Alors c'est bien, vous avez votre sac photo sur le dos toute la journée, on pouvait strictement rien en faire. Donc pareil, quand vous préparez votre sac, vous préparez vos batteries, mettez une batterie dans l'appareil photo et allumez-le. Regardez bien si elle fonctionne. Sinon, vous prenez une autre batterie et si vous n'avez pas d'autre batterie, ben, vous laissez votre appareil photo en fait. Voilà, donc merci pour ce souvenir. Bref, donc sortez tout du sac et vous étalez tout sur votre table, si possible la plus grande de la maison. Et une fois, et seulement là,
que tout est sur la table, vous pouvez commencer à remplir le sac. Et ne partez jamais du principe qu'un accessoire est déjà dans le sac. Vous dites pas oui mais c'est bon, j'ai des cartes au fond du sac. Non, non, non. On ouvre le sac, on vérifie, on le met sur la table, on la remettra après s'il faut. Ensuite, quand même faut en parler, on va parler des réglages. Alors avant même de faire votre sortie ou de votre réveillon, réinitialisez tous vos réglages de base dans votre boîtier. Donc on entend par réglage de base ce soir les ISO, la vitesse, l'ouverture et le mode de prise de vue. Tout simplement, c'est que vous avez déjà une idée des photos que vous avez envie de faire et de la lumière présente sur place. Donc préadaptez légèrement vos réglages avant, mais ne partez pas avec un boîtier réglé comme vous l'avez fait la veille. Et nous, comment faire son sac? Alors, c'est un peu le conseil en or, c'est ce que je vous disais en début de séance, c'est comment on fait son sac. Ne partez jamais avec un sac trop chargé. Prendre tout son matériel, je pense que vous l'avez compris, ça n'a aucun intérêt. Faites un choix drastique, tenez-vous-en. De toute façon, c'est pas parce que vous aurez le 24-70, 70-200, le 105, le 14-24, le 85, bref, toute la famille d'optiques dans le sac que vous ferez plus de photos. Déjà, vous aurez la flemme de changer d'optique. Vous êtes en extérieur, il y a un risque pour votre boîtier, pour votre optique. Contentez-vous d'une ou deux optiques. Partez pas avec la moitié de votre boutique dans le sac à dos. Ensuite, optimisez l'espace. C'est-à-dire qu'une photo, alors on le voit souvent, mais je trouve que c'est une erreur, une photo floue, d'accord, si elle est complètement foirée, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, ça sert à rien de la garder. Vous la mettez, vous la supprimez directement sur l'écran. Si vous avez un doute, par contre, si vous dites, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à en tirer au traitement. Non, là, vous la gardez. Mais si, ce que je veux dire, vous avez une photo où il y a deux traits rouges, parce que vous avez pris une photo et vous avez bougé de changer de plan et que tout le reste c'est noir, cette photo n'a pour moi aucun intérêt, hein. Donc on la supprime. Et surtout, lancez-vous des défis. C'est-à-dire que pour être sûr, un bon défi qu'on aime bien se lancer nous, c'est ok, on va faire des photos. Tu pars avec quoi? Oh bah moi je pars avec le 50 mm. Et toi? Oh bah tiens, je vais tout faire au 105. On part avec un boîtier, une optique. C'est un des super défis que vous pouvez vous lancer, tout simplement parce que vous serez obligé de recadrer, de travailler, de bouger, et vous serez donc obligé de consommer toutes ces petites calories qu'on va manger pendant les fêtes de fin d'année. Donc, lancez-vous des défis, et un beau défi, c'est de partir avec en extérieur, enfin c'est genre de photos, un boîtier, un objectif, et on s'y tient, et on adapte les prises de vue qu'on fait à la situation dans laquelle on est, ou la photo que l'on souhaite faire. On vous rappelle un petit peu l'intérêt de vous abonner à la newsletter, c'est tout simplement pour recevoir l'e-book, les 30 erreurs du photographe. Donc il y en a quelques-unes ce soir dedans qu'on est allé chercher dedans. Mais voilà, profitez-en, c'est gratuit. On a mis dedans les 30 erreurs, il y en a plein d'autres, hein, mais les 30 erreurs que nous on a déjà fait, on peut se le dire ce soir, hein, dans un petit comité, donc on peut se le dire. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Et si vous avez des questions, 42 minutes que la session a commencé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis s'il n'y a pas trop de questions, on va tout simplement vous laisser regarder le film de ce soir. Donc allez-y, vous utilisez le module de questions et on vous reprend dans 3 minutes le temps que j'aille m'hydrater moi. À tout de suite.
Alors, on va prendre tout de suite les premières questions et on sent bien que la photo de nuit, ça fait un petit peu peur. Faut pas. En quel réglage te mets-tu pour réaliser tes photos de nuit? Alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Déjà parce que c'est une on prend pas tout à fait le même type de photo. Moi, je suis très portraitiste, euh, mais timide. Moi, je suis un portraitiste timide. Je suis au 105, pas au 50. Donc, premièrement, bah, déjà, moi, je pousse rarement mes ISO au-dessus de 1600. Donc, nous, on a un D800 et un D700. Le D700, on le contraint à rester à 800 ISO, hein, de mémoire. Je crois que c'est ça. Le D800, on le pousse à 1006. On va rarement au-dessus. On est d'accord pour dire que l'avantage du D800, c'est ces 36 millions de pixels qui nous permettent un peu de tricher, de recadrer, de pouvoir zoomer sur un portrait où il y a juste la partie de la lumière qui est. Donc voilà, moi je suis plutôt du côté 1600 ISO. En fonction de ce que je veux, si je veux un beau bokeh, en fonction des fêtes de fin d'année, oui, donc je vais être à 2.8 très souvent. Et en vitesse, bah, je laisse plus ou moins le boîtier décider, hein. Je suis un photographe feignant. Je pense le boîtier est aussi intelligent que nous à des moments, donc je le laisse faire. Je le laisse faire. Ouais, bah, alors là, c'est pas une question, mais c'est une affirmation de quelqu'un. Ouais, effectivement, enfin, imposez-vous des contraintes, hein, ayez pas peur de rester, bah, je sais pas, après, moi, là, je vois, il y en a qui ont le 35, donc n'hésitez pas à rester dessus. Le 20, alors ça, je pense que c'est plus du côté, alors moi, je sais que en ce moment, je suis très, très hybride, donc je shoot pas mal au 20. Le 50 F1.4 aussi, là, Daniel, donc oui, enfin, n'hésitez pas à vous imposer ces limites-là. De toute façon, rêvez pas, le jour où demain vous partirez 3 jours en randonnée avec vos photos, avec votre matériel, vous partirez pas avec tout le sac, hein. Euh, Ceux qui font des activités physiques type GR20, on peut à la rigueur s'autoriser un boîtier, une optique, et tout le reste, ça sera fait comme on peut, hein. Donc voilà, et imposez-vous ces règles. Alors, Patrick, le D750 1600 ISO ou plus? Alors, la réponse que je vais faire est un peu la réponse. On a, on a eu l'occasion d'avoir le D750 en main. Ça reste un. je- Honnêtement, je pense qu'on peut aller au-dessus. Le D800, non, tout simplement parce que pour ceux qui ont lu la presse, le D800 a eu un petit défaut de construction avec les points blancs. Donc on s'est plus ou moins contraint de le laisser à 1600 ISO. On n'a jamais décidé d'aller au-dessus parce qu'on avait l'apparition de ça. Sur le D750, je sais que c'est corrigé. Ouais, alors, je suis pas vraiment d'accord avec Guillaume. Moi, je monte à 6400 ISO sur le D800 sans aucun souci. Et non, mais on traite différemment. Lui, il aime pas le bruit. Moi, j'aime bien le bruit sur mes photos, donc c'est différent. Après, il y a Lightroom qui fonctionne pas trop mal aussi au niveau traitement après pour enlever le bruit. Du coup, j'enchaîne avec l'autre question. Black Rapid et sac en bandoulière incompatibles? Non. Pareil, en mariage, on a les deux. Enfin, moi, j'utilise les deux. Juste, il faut bien régler sa Black Rapid pour éviter que l'appareil vienne cogner sur le sac en bandoulière. C'est un coup à prendre. Et voilà. Alors on va continuer avec les questions. Alors j'ai un Canon 6D, ils affirment que l'on peut monter jusqu'à 3200 ISO sans trop de bruit. Ouais, alors après c'est toujours pareil, hein. C'est quoi le sans trop de bruit? Alors Céline vient nous faire l'analogie entre elle et moi, c'est-à-dire que moi je suis très... je supporte pas le bruit. Donc déjà dans la vie réelle j'aime pas le bruit, donc j'aime encore moins le bruit dans mes photos. Donc c'est pas pour en avoir et le mettre sur le post-traité sous Lightroom. Non, elle exagère un petit peu parce qu'elle le laisse son bruit parce qu'elle trouve que c'est artistique. Moi, je suis un extrémiste là-dessus, hein, il n'y a pas de secret. J'aime pas le bruit, donc 1600 ISO, pas plus. Oui, après, je pense qu'on doit pouvoir aller à 3200 ISO, mais voire 6004, je pense, avec le 6D. 6D, il commence à être un petit peu. Ouais, 3002, 6000, 3006, 3002, pas au-dessus, je pense, hein. Clairement pas. Je sais pas si tu veux prendre la prochaine question. Alors, Arnaud, si la question c'est en termes d'accessoires, vous utilisez jamais de filtre, faudrait préciser quel type de filtre. Si tu peux juste compléter, alors je me permets de te tutoyer, excuse-moi si tu le prends mal. Euh,
précise juste si c'est des filtres UV ou si c'est filtre neutre. Bon, ça, pour le coup, je vais tester essayer de répondre. Alors, filtre neutre. Alors, filtre neutre, alors c'est pareil, on est différent avec Guillaume. On n'a pas parlé ce soir parce que finalement, ça dépend beaucoup des photographes. Personnellement, j'ai un ND400, donc c'est le filtre neutre le plus puissant. J'adore l'utiliser. J'a- oui, ND1000 ou ND400, enfin voilà. J'adore l'utiliser, notamment pour faire du flou, en fait, particulièrement quand il y a une foule, et réussir à isoler, par exemple, un petit couple qui, lui, va être immobile devant une vitrine. Alors ça demande deux choses. Normalement, l'idéal, c'est un trépied, ou alors que vous soyez un minimum stable, donc des pauses d'une seconde ou 2 secondes. Donc appuyez-vous sur un poteau, mettez-vous dans une position où vous avez bien les bras contre le corps, et du coup, vous arrivez à le faire à main levée. Donc voilà, oui, filtre neutre, si, ça peut être intéressant justement pour faire ce genre d'utilisation, à bien penser. Par contre, de nuit, c'est quand même beaucoup plus délicat parce que sans trépied, ça devient vite impossible avec des temps de pause qui dépassent facilement les 30 secondes, une minute. Donc pareil, dans ces cas-là, il faut une télécommande, il faut aussi la petite application qui vous permettra de calculer le temps de pause. Voilà. Bon, on va s'arrêter. Alors je me permets de revenir juste sur la phrase de Joël. Donc Guillaume avant, ce n'était pas du bruit mais du grain. Donc oui, effectivement. Depuis le numérique, il est nécessaire d'avoir des photos lisses. Alors c'est toujours pareil, ça dépend des photographes. Du coup, enfin Guillaume, vu qu'il supporte pas le bruit, passe au flash. Moi, je déteste le flash, donc je préfère accepter le bruit. Ça donne toujours des photos très différentes et il y a des photos numériques avec énormément de bruit à 12 800 ISO ou même à plus qui sont aussi magnifiques. Et donc ça dépend après de votre seuil de tolérance. On n'a pas tous le même. Le mieux, c'est de savoir quel est le seuil de votre boîtier et quel est le seuil que vous acceptez vous sur votre boîtier. Je reprends un exemple personnel. J'avais le 450D quand j'ai commencé. Je ne supportais pas de le monter à plus de 400 ISO. Maintenant, j'ai plus aucun souci pour monter, mais on va dire que c'est la force de Nikon à ce niveau-là. Donc, c'est une question qu'on a pris en texte, hein, plus simplement, parce qu'on ne va pas répondre à tout, on est désolé. Euh, Oui, alors les questions sur l'e-book, on le reçoit, vous le recevez en vous inscrivant, c'est automatique, hein, c'est la magie d'Internet. Vous le recevez le lien pour le télécharger directement, donc alors non, voilà, il arrive, c'est que c'est un serveur email derrière qui prend un peu de temps, peut-être ce soir, donc ça va arriver, vous inquiétez pas. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là, donc bah déjà, bah, du coup, moi je vais quand même vous poser une question parce que est-ce que ce genre de choses vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse qu'on le reproduise? Alors, Euh, allez, on va vous donner une info en exclu qui n'est pas encore annoncée sur le site. Il y aura exactement le même type de présentation sur un autre sujet, toujours autour des fêtes de fin d'année, la semaine prochaine, et ça aura lieu de mémoire. Donc alors attends, je regardais si c'est en même temps. On ouvre les inscriptions. On sait plus. Enfin, en gros, restez à l'écoute du site parce que normalement, enfin non, c'est pas normalement, on fait exactement une autre présentation sur un autre sujet dans la semaine prochaine. Donc voilà, nous on veut juste prendre un petit peu, on veut juste un petit peu prendre un peu alors, la température, c'est pas, ouais, si ça vous a plu, dites-le et puis bah, nous ça nous permet un peu de nous motiver parce que c'est un peu la première fois qu'on fait ça là-dessus. Bon, bah, apparemment ça vous plaît, donc voilà. Donc pour ceux qui sont là ce soir, bah, la info en exclu, c'est même pas annoncé encore sur le site. Semaine prochaine, il y a le même truc. Mais cette fois, je crois qu'on parle de techniques de prise de vue pendant les fêtes de Noël. Donc là, on rentre, là, on a préparé son sac. Maintenant, on est arrivé dans la famille. Après avoir dit bonjour à Tata Simone et tonton Hervé, on, on sort le matos et on fait des photos. Et nous, on va vous expliquer un petit peu,
On va vous expliquer comment on fait nos photos une fois qu'on a dit bonjour à toute la famille. Voilà. Donc rendez-vous semaine prochaine pour ceux qui ont envie d'être là. Et profitez-en pour commencer à regarder comment vous allez préparer votre sac. Et donc Céline va vous dire au revoir et on va mettre fin à la séance. Ah oui, moi je suis en train de dire merci à tout le monde par écrit. J'avais coupé le micro. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos retours et à bientôt.